Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Les voix de la politique. Bonsoir, dans 6 jours, vous serez passé dans les urnes si vous n'êtes pas abstentionniste. Oui, il y aura les élections législatives, le premier des 2 tours, parce qu'il y a 2 tours. Un scrutin à 2 tours, majoritaire, c'est le principe et non pas proportionnel. Et ça pose plein de questions. Les premiers sondages sont apparus et ce qu'ils donnent ne correspond pas toujours à l'idée qu'on se fait de la carte politique française. Nous en parlons dans un instant. Le mystère d'Emmanuel Macron et des législatives. Où en est le président de la République avec ses équipes? Quelle est finalement la stratégie des ministres candidats? La stratégie du profil bas contre l'envie d'en faire plus, de se dévoiler? Où en sont-ils vraiment au moment où Emmanuel Macron a déclaré « c'est le moment de réveiller tout le monde ». On va en savoir un peu plus là aussi avec nos 2 spécialistes. Et puis nous nous intéresserons à la droite. Alors, les listes sont parues. On a vu que les Républicains sont souvent associés à l'UDI. En fait, une espèce d'entente entre la droite et le centre droit. Que représenteront-ils? Là aussi, les chiffres sont évocateurs. Avec nous, Frédéric Sinclair, l'un de nos 2 politologues. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Et puis Nicolas Corato également. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Frédéric. Bonsoir aux 2 Frédéric. Et oui, nous sommes en force. Alors messieurs, qui sera en force à l'Assemblée nationale? Sondage très intéressant qui est paru le week-end dernier, IFOP fiducial pour LCI. Les candidats de la majorité auraient entre 275 à 310 sièges à l'Assemblée nationale. Ceux de la NUPES entre 170 et 205. La droite entre 35 et 55, le Rassemblement national entre 20 et 50, Reconquête de 1 à 4 et divers, alors vous mettez tout ce que vous voulez dedans, de 8 à 15. Est-ce que, Frédéric Sinclair, cette prévision, cette projection vous semble fidèle à ce qu'on pouvait imaginer de la représentativité politique? Et est-ce que finalement, il n'y a pas un problème parce que la proportionnelle ne permet pas cette bonne représentation? Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question. Pourtant, on l'a préparé ensemble et je vous ai dit que je vous poserais la question, l'enjeu de la proportionnelle. Oui, mais j'aurais tendance... Donc je ne vois pas pourquoi vous êtes surpris. Non, je ne suis pas surpris de la question. C'est la façon dont vous la formulez. J'aurais tendance à vous répondre, premièrement, qu'il m'est extrêmement difficile de me projeter aujourd'hui. C'est-à-dire que, autant j'ai l'impression, sur les sondages de présidentielle, on arrive à se faire une idée de ce qu'est le sentiment des Français, autant sur l'élection d'un député, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus volatile. Et donc, j'aurais tendance à prendre encore plus de pincettes sur ces sondages-là. Ensuite, au regard de ce qu'on a eu à la présidentielle, effectivement, on a un problème majeur, si c'était ça votre question, c'est-à-dire que le RN aurait beaucoup moins de sièges que la NUPES, alors que Marine Le Pen était au second tour, sauf que cette alliance des gauches, malgré tout, concatène un certain nombre de voix. On a les voix des Verts, les voix du PS et de Jean-Luc Mélenchon et de Fabien Roussel. Alors, du coup, il y a une certaine fidélité. Sur le cas du Rassemblement national, et vous voyez que vous avez bien compris la question, en 1986, il y avait un groupe parlementaire et c'est le seul cas où le Rassemblement national, qui s'appelait le Front national, a eu un groupe parlementaire et c'était justement en cas de proportionnel. Je reviens vers vous, cher Frédéric. Partiel. Oui, partiel. Effectivement. Nicolas Corato, sur cette notion de... parce que s'il y a abstention chez l'électeur, c'est parce que peut-être peut-il estimer que cette représentation à l'Assemblée nationale n'est pas fidèle à ce qu'il attend. Oui, et là où est le paradoxe, c'est que plus il y a d'abstention, moins la représentation est fidèle. En plus. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de cercle très vicieux. C'est compliqué ces histoires de mode de scrutin. Ça fait plusieurs années que le mode de scrutin des législatives est remis en question et effectivement on n'est jamais allé au-delà de l'expérimentation qui avait eu lieu en 86. En 2017, ça a été un des thèmes proposés par Emmanuel Macron et c'est passé sous silence. Et Emmanuel Macron n'a pas donné suite. Alors il y a à cela plusieurs raisons. La principale étant que
En France, on est obnubilé par le fait majoritaire. Il faut absolument dégager une majorité. D'ailleurs, vous entendez bien en ce moment que malgré le mode de scrutin, tout le monde se focalise sur l'idée de savoir si le président, la majorité présidentielle, aura la majorité absolue ou relative à l'Assemblée nationale, comme si d'une certaine manière on ne pouvait pas gouverner un pays comme tant d'autres le font, avec des coalitions plus ou moins aléatoires. Il y a quand même ce premier passage qui sera très important, c'est-à-dire le discours de présentation de la politique gouvernementale, pour faire schématique, et là il faudra que ce soit approuvé par les députés. S'il n'y a pas majorité, le gouvernement ne pourra pas travailler. Oui, alors il y a effectivement ce premier discours de politique générale qui est sanctionné par un vote, mais au-delà de ça, la vraie question, elle est ambivalente, vous voyez, parce que dans les projections en sièges sur lesquelles il faut être très très prudent, parce que ça c'est très compliqué, il y a très peu de sondages qui ont été faits circonscription par circonscription. On voit finalement que la majorité présidentielle, elle n'est pas très loin des 58% que fait Emmanuel Macron au second tour. C'est pas de ce côté-là que c'est choquant. C'est ce que disait Frédéric, il y a une certaine fidélité, notamment côté gauche aussi. C'est assez fidèle. Là où ça pose une difficulté, mais ça la pose depuis 40 ans, c'est le Front National, le Rassemblement National. Et effectivement, Marine Le Pen, avec ses 42%, va se retrouver avec entre 10 et 20 députés à l'Assemblée nationale, ce qui semble effectivement très très loin de l'état d'esprit des électeurs et du rapport de force politique en France. Mais je le dis encore une fois, tant qu'on restera obnubilé par le fait majoritaire, par cette idée que si un camp n'est pas majoritaire, il ne pourrait pas gouverner la nation et que ce serait la chienlit. Tout ça, on l'a hérité du général de Gaulle. C'est-à-dire cette idée que la 4e République était ingérable et que la 5e l'est énormément. Eh ben, on ne sortira pas de cette dialectique qui, à mon avis, est un peu mortifère parce que je pense que justement, on serait plus intelligent si on était obligé projet de loi par projet de loi, effectivement, de faire attention un peu plus à l'opposition. Sachant que nous avons connu en France la période de cohabitation, mais ce n'était pas sur un quinquennat et sur un septennat, donc le gouvernement avait eu la possibilité de mettre en place sa politique. Frédéric Sinclair, il y a ce cas donc du Rassemblement national. Je voudrais, parce que bien sûr il y a la proportionnelle, il y a le scrutin majoritaire, mais par exemple en Grande-Bretagne, enfin en Angleterre, le Parlement en Angleterre est élu à l'issue d'une élection à un tour. Ça, par exemple, ça peut être intéressant, non ? Vous ne pouvez pas faire une élection à un tour dans l'état actuel déjà de la Constitution, c'est-à-dire j'en dirai un mot après, mais et du mode de scrutin, c'est-à-dire que c'est pas envisageable. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir, vu que c'est un scrutin majoritaire, d'avoir ce second tour, sinon ça suppose que vous preniez le premier en majorité relative du premier tour, et alors à ce moment-là, on a une vraie frustration de l'électeur perdant parce que le principe majoritaire est complètement perdu, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une majorité à 22-23%, et puis derrière tout un tas de candidats qui, si s'étaient alliés au second tour, seraient beaucoup plus puissants que celui qui a emporté le siège. Mais la notion du plus grand tour, du plus grand nombre au premier tour, c'est pas non plus totalement absurde. Pardon ? La notion du plus grand nombre de voix à un premier tour, c'est pas non plus totalement absurde. Si vous avez un scrutin qui reste majoritaire et pas un scrutin qui est proportionnel, ça pose un vrai problème. Imaginez par exemple avec cette union des gauches là, qu'elle ne soit pas complètement formée, qu'on ait encore une ribambelle de petits partis de gauche, et que ça soit le parti présidentiel qui arrive dans un département en tête avec 32%, alors que la somme des voix de gauche en fait 40 derrière. Vous vous dites maintenant, ils n'ont pas réussi à faire l'union, c'est pour ça qu'ils sont pas en tête, mais en réalité, ils auraient pu la faire artificiellement ou pas, et puis obtenir cette majorité, et on n'a pas encore une fois une majorité absolue d'électeurs. Ça pose un vrai problème. Je pense que quand on abandonne le scrutin majoritaire, il faut penser proportionnel. Je suis contre la proportionnelle de façon théorique parce qu'elle n'est pas adaptée à la Constitution et à la façon dont les institutions de la Ve République ont été pensées, mais je crois que de façon conjoncturelle, c'est-à-dire aujourd'hui, vu la crise de la démocratie que nous traversons, il devient urgent de repenser les modes de scrutin et d'inclure une dose très conséquente, je ne parle pas de 10%, très conséquente de proportionnel, parce que ça redonnera
au moins en apparence, un premier souffle. Je ne crois pas que ça résoudra le problème, hein. On a un problème de cadre, c'est-à-dire que tout le monde gouverne dans le cadre néolibéral et personne n'en sort à gauche comme à droite. La vérité, c'est qu'il faut casser ce cadre. Mais au moins, dans un premier temps, les gens verront, comme en Allemagne, rappelez-vous, Merkel, en 2015, fait rentrer 1 million de migrants. C'est la coalition, hein, en Allemagne. Qu'est-ce qui se passe ? L'élection suivante, 92 députés de l'AfD rentrent au Parlement et envoient un signal politique clair. Donc, on a besoin de ça en France. D'accord, Nicolas Corato, pour conclure sur la question ? Oui, d'accord sur le fait qu'il faut qu'on tranche cette question du mode de scrutin et qu'on rétablisse de la proportionnelle. D'accord pour dire que c'est pas compatible théoriquement avec l'esprit et la lettre de la Ve République. Pas d'accord pour dire qu'on fonctionne tous dans le cadre néolibéral. Il y a dans cette élection une union à gauche qui propose une solution alternative au cadre néolibéral, mon cher Frédéric. Et c'est la seule d'ailleurs. Il faut en prendre note. Et oui, mais cher Nicolas, je suis d'accord avec vous, sauf que cette union à gauche, c'est comme le RN, en réalité, ils n'accèdent jamais au pouvoir. Donc, il y a PS, l'élection n'est pas faite, Frédéric. Ouais, j'ai bien peur que si, malheureusement. Bon, messieurs, voilà pour notre première question. Deuxième question. Alors, oui, sur la notion de flou encore, il y a quelqu'un qui nous a laissé un petit peu dans le flou, avouons-le, quelles que soient les opinions politiques, c'est Emmanuel Macron et son camp, alors qu'on appelle Renaissance. Le silence, ça a été la stratégie d'Emmanuel Macron, très peu de déclarations sur le projet. Finalement, on ne sait pas trop ce que veulent les députés et donc, par voie de conséquence, les ministres qui se présentent à la députation et qui jouent leur place. Est-ce que c'est un bon calcul? Est-ce que, à jouer le profil bas, Frédéric Sinclair, Emmanuel Macron n'est pas en train de se louper? J'ai tendance à croire, cher Frédéric, que Emmanuel Macron ne théorise pas le profil bas et le silence médiatique. Je crois qu'en réalité, il est face à une forme d'impuissance politique et médiatique. C'est-à-dire que, en réalité, il joue le chrono. Il n'arrive pas à être percutant quand il intervient, il n'arrive pas à rassembler, il a perdu son influx de 2017 et donc il attend. Donc je pense que c'est un président attentiste qu'on a. Pendant sa campagne présidentielle, il a attendu. Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Et les journalistes regardent, je parle des journalistes mainstream, regardent la chose et disent on a un président qui théorise le silence à la bilan. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. Je pense que ce président n'y arrive pas. Regardez le temps qu'il lui a fallu pour former un gouvernement. 3 semaines pour nous remettre 60% de ministres qu'on connaissait déjà dans l'ancien gouvernement. Il me semble qu'il joue la même carte, mais pas parce qu'il pense que théoriquement ça peut lui rapporter. Je pense qu'il n'est pas capable de faire autrement. Sur la question du temps, quand même, Emmanuel Macron, jeudi dernier, je le rappelais en introduction, a déclaré « c'est le moment de réveiller tout le monde », sous-entendu les députés qui font campagne dans son camp. Et Emmanuel Macron a prévu de nouveaux déplacements cette semaine et d'une certaine manière... Il y a des signes. Alors, ce que dit Frédéric, on est tous d'accord avec lui sur la notion de profil bas, mais là, il est en train de changer. S'il change, c'est qu'il s'inquiète. S'il s'inquiète, c'est qu'il y a des loupés. On est, je crois, face à une forme de sidération du pouvoir depuis le premier tour de la présidentielle. Depuis le premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron court après l'ombre de lui-même. Il court après la campagne qu'il n'a pas faite pour la présidentielle et aujourd'hui, il commence à courir après la campagne que son camp n'a pas fait pour la législative. On a effectivement très peu de visibilité sur le projet, mais je pense qu'ils en ont eux-mêmes très peu. Finalement, la seule proposition qui court et qui fait débat, c'est la retraite à 65 ans. À part la réforme de la retraite, on ne parle absolument d'aucun projet politique. Il n'y a aucun débat public, aucun débat politique. Et ça, d'une certaine manière, je ne sais pas si c'est voulu, si c'est théorisé, si c'est tactique, mais c'est une réalité. Et c'est avec ce avec quoi doit faire notre président de la République. Donc oui, je pense qu'il y a une forme de sidération qui vient certainement de 3 éléments. D'abord, le fait de ne pas avoir vu l'extrême droite aussi haute qu'elle l'était réellement, malgré tous les points d'alerte. Premier élément. Le deuxième, le niveau de la gauche qui se profile et qui va être très haut. Et troisièmement, peut-être le plus inquiétant, le niveau de violence et d'indifférence
de la plupart et de beaucoup d'électeurs. Violence par rapport aux candidats LREM sur le terrain, et on le voit périodiquement. Et peut-être plus grave encore, l'indifférence d'une grande partie du corps électoral par rapport au discours politique, quel qu'il soit d'ailleurs. Nicolas Corato, Frédéric Sinclair, vous restez avec nous. Dans un instant, on continue d'évoquer le cas Emmanuel Macron pour les législatives. On peut peut-être aussi rappeler que bien avant le cœur de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait proposé un projet pour 2030. Dans ce projet, il y avait une politique, mais qui finalement n'avait pas anticipé cette guerre en Ukraine qui change tout, qui remet en question la notion de développement économique. Et là, évidemment, c'est plus le même problème. Pour répondre à ces questions, Frédéric Sinclair, Nicolas Corato, sur Sud Radio, dans un instant. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les voix de la politique. C'est le principe du lundi soir sur Sud Radio. On se pose et concrètement, on évoque les questions politiques avec nos deux politologues références. Frédéric Sinclair d'un côté, Nicolas Corato de l'autre. Si j'utilise cette notion de côté, c'est à dessein, bien sûr. Mais justement, leur complémentarité nous aide. Nous étions sur le cas d'Emmanuel Macron, de cette campagne pour les législatives qui, selon le président de la République, doit être accélérée, puisqu'il y a une politique dans un premier temps du silence et du profil bas qui avait été développée, et il semble que ça ne suffit pas. Avant la petite pause, on a évoqué qu'Emmanuel Macron finalement avait fait, lors d'une grande conférence de presse, avant même le cœur de la campagne présidentielle, avait fait une grande présentation d'un projet pour 2030. Or depuis, eh bien, il y a eu la guerre en Ukraine, et la question de l'inflation, de la récession, de la croissance en berne n'avait peut-être pas été prise en cause, en question, en jeu, en considération, comme vous voulez. Et Frédéric Sinclair, c'est comme si, finalement, aujourd'hui, Emmanuel Macron se retrouvait un peu à nu. Oui ou non? Alors, oui, avec un bémol, c'est que, en réalité, c'est peut-être même le défaut de toutes les politiques publiques depuis 40 ou 50 ans que de gouverner à vue, c'est-à-dire de réduire le champ de vision pour se concentrer sur l'actualité. Je me rappelle des programmes politiques et des dernières présidentielles qui étaient fondés essentiellement sur les dernières thématiques qui étaient parues. Ça peut être la réduction de la dette, la sécurité. Exactement. Donc, à chaque fois, on revient sur les mêmes thématiques et ça pose le problème que j'ai soulevé tout à l'heure, celui du cadre global. C'est-à-dire qu'en réalité, comme on est tenu au niveau européen, au niveau constitutionnel, au niveau juridique, au niveau mondial, par un certain nombre soit d'habitudes politiques, soit de textes législatifs qui nous contraignent, et que ces cadres-là, globalement sociolibéraux, ne sont jamais remis en question, finalement, on gouverne à l'intérieur de ces cadres. Et donc finalement, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il fait, que ce soit le Covid, la guerre en Ukraine ou autre chose? Il travaille à l'intérieur d'un cadre bien établi, toujours le même, qui satisfait toujours le même type de population, les mêmes qui votent pour lui et qui revotent pour lui. Donc c'est pour ça que finalement, il n'a pas grand-chose à faire. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être bon pour gagner en politique. Il y a juste besoin d'être meilleur que l'adversaire. Et quand l'adversaire n'est pas bon, ou quand l'adversaire est en dehors du cadre et donc potentiellement peut faire peur parce qu'il remet en cause le cadre de la bien-pensance, et ben c'est facile pour celui qui est dans le cadre. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, ce qu'il a fait, c'est qu'il a poussé les bords du politique jusqu'à aller presque au cadre. Et donc, il n'y a pratiquement plus personne qui peut lui contester sa place à l'intérieur du cadre néolibéral. Et donc, ça devient très, très difficile de lui ravir. Et c'est comme ça qu'en parlant assez peu, qu'en intervenant assez tard sur des sujets assez bateaux, avec des programmes assez creux, et ben, il se fait réélire une fois de plus et il va obtenir une majorité. Oui, votre analyse m'amène à une métaphore, celle du tennis. On vient de sortir de Roland-Garros. C'est comme si finalement on se met en fond de cours, on renvoie la balle et en face on a un attaquant qui craque et qui envoie dans le filet. Nicolas Corato ? Oui, c'est vrai, sauf qu'il y a un autre partenaire dans le champ politique. C'est pas uniquement l'adversaire politique, c'est aussi, dans le cadre de démocratie, le peuple. Et le public n'est pas celui de Roland-Garros. Dans une démocratie, le public, il se contente pas. La poursuite de la métaphore. Non, mais il se contente pas de regarder passer les balles. Normalement, non seulement il les ramasse, mais parfois il les renvoie. Et c'est toute la difficulté des hommes politiques et des femmes politiques aujourd'hui, c'est de savoir exactement dans quel
dans quelle situation, dans quelles conditions, dans quel état d'esprit sont leurs électeurs. Moi, je pense que, comme d'habitude, les électeurs sont très en avance sur leurs dirigeants et leurs hommes politiques. C'est vrai, par exemple, sur la prescience... Ça, c'est sympa de dire ça, mais bon, non, on peut dire oui pour certains, mais peut-être pas pour d'autres, parce qu'il y en a qui n'en ont rien à faire. Sur beaucoup de sujets, les Français sont en avance sur leurs dirigeants. C'est vrai sur la prescience de l'urgence climatique écologique. C'est vrai, par exemple, sur l'idée que se font les Français que la mondialisation, c'est terminé. Que le monde des années 90 est en train de disparaître. Qu'on revient à quelque chose, ou qu'on va vers quelque chose de tout à fait nouveau, en tout cas, de très différent de ce qu'on a connu pendant les 40 dernières années. Que l'inflation ne sera pas simplement un pic, comme le dit Monsieur le maire. Que c'est quelque chose sur lequel on va peut-être vivre pendant 20-30 ans, comme nos parents ou nos grands-parents ont vécu pendant des années ou des dizaines d'années avec l'inflation. Bref, que le monde dans lequel se complaisent les politiques, et se complaisent les politiques avec un débat suranné, que ce monde n'existe plus. Et qu'on est face finalement à des ombres plutôt que des hommes politiques qui agissent dans un théâtre d'ombre et plus dans une clarté qui est celle de la vie quotidienne des Français. Finalement, cher Nicolas, et vous aussi, cher Frédéric, c'est sans doute la raison pour laquelle le président de la République, lors d'une interview à la presse quotidienne régionale, a annoncé la création d'un Conseil national de la refondation. Alors, je cite, associant les forces sociales, politiques, associatives, économiques et des citoyens tirés au sort. Il a senti ce que vous veniez de dire, Nicolas Corato, mais ça vous inspire quoi? Oh, j'ai déjà une idée de la réponse, Frédéric Sinclair. Mais ça m'inspire pas grand-chose. Voilà, c'était ça. En vérité, pour moi, c'est vraiment un exercice de communication vraiment médiocre. Vraiment médiocre parce que il nous resserre, c'est populistes. Hein. C'est une mécanique populiste qui consiste à dire « je vais permettre au peuple de s'exprimer, d'intervenir directement dans la vie politique et vous allez voir, tout ce que je n'ai pas fait en 5 ans, je vais le faire en 3 semaines ». Bon, qui peut croire ça, honnêtement? Les institutions dont il parle, elles existent déjà, les corps intermédiaires, ils existent déjà, il les a méprisés, il ne demande qu'à s'exprimer. Honnêtement, ça vaut pas 2 minutes de commentaires, ce genre de mesure-là. Je vous critique pas le fait de l'avoir souligné, je pense que c'est important qu'on en parle. Hein. Non, mais en plus, je vais vous dire, Frédéric, ça tombe très bien, parce que comme il nous reste 1 minute avant de passer à la dernière question, on est complètement on est complètement à l'unisson. Et la minute, donc, là-dessus, pour Nicolas Corato. Écoutez, moi, entendre le président de la République à 1 semaine ou 10 jours du premier tour des élections législatives expliquer aux Français que les parlementaires, que les députés qu'ils vont élire ne serviront à rien puisque ce Conseil national de la refondation va jouer leur rôle. Il ne faudra pas venir se plaindre de plateau télé en plateau télé dans 15 jours du taux record de l'abstention. Je veux dire, à force de tout dépolitiser, on en arrive effectivement à la situation politique de blocage que nous connaissons aujourd'hui. Parfait, messieurs. Alors, nous sommes dans le timing, Frédéric et Nicolas. On aborde notre 3e question. Et la droite, alors, va-t-elle s'effondrer? Bon, rappelons-le, 4,78%, c'est le score de Valérie Pécresse à la présidentielle. Je vous rappelais tout à l'heure les prévisions pour la droite dans un sondage concernant la députation. 35 à 55 députés sont prévus, alors que évidemment, il y a aujourd'hui 100 élus LR et apparentés. Donc ça ferait une grosse perte. Mais il y a cet ancrage local. Frédéric Sinclair, vous y croyez au fait que les gens vont voter pour leur député qu'ils aiment, si tant est que celui-ci soit donc LR ou UDI, hein, parce qu'ils sont un peu ensemble? J'aimerais bien y croire, très honnêtement. J'aimerais bien y croire, j'ai du mal. J'ai du mal à y croire parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on a un double problème. On a eu un problème d'incarnation pendant la campagne présidentielle, je ne vais pas y revenir, mais fondamentalement, ces militants qui ont élu Valérie Pécresse, il fallait qu'ils aient les yeux complètement embués pour ne pas se rendre compte qu'elle allait faire la campagne qu'elle a faite. Je ne parle même pas de ses ratés en meeting, je parle simplement de ce programme qui ressemble comme 2 gouttes d'eau, quand on enlève la partie Ciotti, au programme d'Emmanuel Macron. Enfin, je veux dire, regardez le nombre de personnalités de la droite LR historique qui ont rejoint Emmanuel Macron entre 2017 et aujourd'hui. C'est gigantesque. Comment faire croire à l'électeur LR que LR, c'est autre chose que LREM? Donc c'était Ciotti ou rien alors, c'est ça? Bien sûr que la vraie surprise, c'était Ciotti et que c'était lui qu'il fallait élire si on voulait une politique de droite. Quand on élit Pécresse, on sait très bien ce qu'on va avoir. Et ils l'ont eu. Donc, aujourd'hui, une fois qu'on a ça,
et qu'on sait que majoritairement, c'est chez le président que ça se passe, on est quand même assez tenté de voter pour le candidat du président. J'écoute ce que vous dites, Frédéric, et j'entends le terme incarnation. Sur chaque profession de foi qu'on commence à recevoir, il y a, alors pour Rassemblement National, la photo de Marine Le Pen, il y a la photo d'Emmanuel Macron, tout ça. Pour ces programmes, alors on va dire d'union de la droite, il n'y a aucun visage de leader politique des LR. Et je dirais même que jusqu'au logo qu'on a du mal à voir. Ça dit tout, ça, Nicolas Corato. Oui, ça dit tout de la perte de sens national de la droite républicaine, qui effectivement est soit macronienne, soit zémourienne, et qui n'a plus rien à dire par elle-même. Mais ça dit tout aussi des campagnes qui sont faites, et je pense qu'il ne faut pas enterrer tout de suite les députés LR. Aujourd'hui, c'est le premier groupe d'opposition, et ils assurent la présidence de la commission des finances. Parce que leur chance, c'est l'ancrage local, comme vous le disiez. Et d'ailleurs, dans leurs affiches, dans leurs tracts, vous le voyez bien, ils ne font pas des campagnes nationales, ils n'ont plus rien à dire au niveau national. Ils font des campagnes locales. Alors, ils se trompent un peu de scrutin, parce qu'on devient député de la nation et non pas maire ou conseiller départemental, mais ils vous parlent des pots de fleurs, ils vous parlent de la végétalisation, ils vous parlent de l'urbanisme, c'est-à-dire de toutes les compétences qu'ils n'auront pas quand ils seront députés, mais ce qui leur permet effectivement de surfer sur cet ancrage local qui est effectivement leur dernière grande force qu'il faut pas diminuer, qu'il faut pas prendre avec légèreté, qui leur permettra peut-être de limiter les dégâts dans 15 jours. Messieurs, vous avez été parfaits au niveau du timing. Frédéric Sinclair, Nicolas Corato, merci pour vos éclairages sur ces 3 questions fortes. La campagne pour les législatives se poursuit. Dimanche, vous aurez à voter. C'est le premier tour. Allez-y quand même pour toutes les raisons que nos politologues viennent de vous évoquer. Tout de suite sur Sud Radio, le Loft Music, Yvan Cujous avec l'invité de Marc, Gérard Lanvin.